Yo, volume 2, volume 2, nouvel épisode de Revue Véritable. Yup. Nous-mêmes, Parole Véritable, le Bougarno et moi. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de nos frères, de Interlude Hip Hop Classique, Djanguina et Sirai. Yup. Alors, aujourd'hui, on s'attaque au deuxième album, volume 2, Art Not Life de Jay-Z. Alors, cette vidéo s'inscrit dans une trilogie. C'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à regarder et la 1 et la 3. La première vidéo a été assez longue. On est revenu sur pas mal d'aspects de la carrière de Jay-Z quand il a abordé cet album. Et là, on va s'attaquer au deuxième. Et là, je pense que sur cet album-là, il y a encore plus de choses à dire. Mais d'abord, est-ce que vous allez bien, les gars ? Super. Très bien. Toujours la forme. Toujours pareil. Il y a Mamen, le Bougarno qui est avec moi, vous connaissez. Arnitendo, tu connais. Automatique, on voit la rafale. Voilà, vous connaissez. Toujours le même. Toujours l'énergie du Bougarno. Toujours. Vous savez. Donc, les gars, rentrons dans le vif du sujet. Art Not Life. Cet album-là. C'est tout, c'est bon. Comment vous l'avez connu ? Tu l'as connu comment ? Comment j'ai connu ? Par le titre de son album, Art Not Life, tout simplement. À la sortie, tu as connu le truc ? Le single. Ouais, mais c'est le single en fait. C'est le single qui nous a fait connaître Jay en France. En vérité, faut pas se mentir. Quand je dis nous a fait connaître, surtout nous à notre époque, à nos âges, en fait, c'est le single. Comme je l'ai dit, tu vois, dans le premier, je suis là, ouais, c'est qui ce négro ? Avec le son de refrain. Donc à partir de là, c'est là où tu dis, tiens, c'est qui ? Et tu dis, ah bah tiens, c'est le titre de cet album. Bon, à l'époque, on va pas se mentir. J'allais pas aller partir chez Disquaire, à Virgin et tout, dire je vais l'acheter. Soit tu le volais, soit t'avais les grands frères. Tu assumes un passé de voleur. Là, c'est ce que t'es en train de dire. Tu m'accompagnais, Il y a les parents qui sont là. Ça comptait comme une vente. Vous voyez. Un pickpocket, c'était un renard chenapan, lui. Et puis il dit ça. Non, jamais volé d'album. Non, mais plus sérieusement, et bon, vous connaissez après, c'est les grands frères et compagnie qui nous font découvrir et tout. Et cet album-là, clairement, est un album où Jay, après c'est avec le temps, dans la Révolution, quand tu réécoutes et tout, Jay, à la suite, je veux pas dire du semi-échec du volume 1, en fait, du succès commercial, mais on va dire un peu de l'échec un peu critique, vu qu'il a un peu de mur, il revient, et là tu sens que le gars, il veut rien comprendre. Tu sens que là, franchement, il veut rien comprendre. Il vient vraiment énervé, et surtout, je trouve fort dans l'album, et c'est là où Jay, ça va être un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire mettre en lumière des beatmakers. Tu vois, comme après dans Blueprint avec le trio Bink, Blaze et Kenny, bah là, avec Timbo, tu vois, et Susbeat, même s'ils avaient déjà fait un taf avec Rough Rider et Timbo avec son équipe Imissi, Gentleman et compagnie, il est fait sublimer. En fait, Jay, il arrive à sublimer, en fait. C'est ça aussi une force de Jay, il arrive à sublimer les personnes qui collaborent avec lui. Et là, clairement, sur cet album-là, le taf des deux, il est juste incroyable. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Et après, Djanguina, on te posera la question par rapport au fait de savoir comment tu as connu l'album. Mais tu dis un truc super important. Parce que dans le volume 1, il y avait une équipe de beatmakers. Par rapport à la stratégie qu'ils avaient. Il t'a fait avec D-Dot, tout ça, les Hitmen, pour avoir une couleur qui rend hommage, entre guillemets, à Big. Qui se rapproche de Bad Boy parce que ça marchait à l'époque, etc. Pour toucher un plus grand public, voilà, tu vois, pour avoir le succès commercial. En fait, la stratégie, elle est tout autre. Ça veut dire que 360 degrés, il change de truc. Et là où c'est important, on disait que volume 1, c'est le premier album où il y a la jonction Rockefeller, Def Jam. Volume 2, c'est le premier album où il collabore avec les Suisse, avec les Timbaland. Si on parle de première aussi, c'est le premier album où il a eu Grammy. Parce qu'il faut le dire, cet album-là, Grammy du meilleur album de rap de l'année. Mais bon, on en parlera après si on parle des chiffres, etc. Mais c'est super important ce que tu as dit par rapport au beatmaker. Il a la faculté en fait de mettre en exergue les beatmakers avec lesquels il travaille. Et sur cet album-là, ça se vérifie aussi sur d'autres. Mais celui-ci, je trouve que c'est très important parce que là,
on va dire qu'il était en phase d'expérimentation sur le volume 1. Et là, sur le volume 2, il est en phase où il fait ce qu'il a envie. Mais moi, j'irais encore plus loin. Moi, je pense clairement, pour le 1, il y a plein de gens qui sont rentrés dans leur tête. Oui, non, c'est votre premier album, les mecs de Def Jam et tout. Faites comme ceci, regardez ce qui marche, machin. Et les mecs, peut-être, moi, je suis sûr que les mecs, ils nourrissent ce regret de ne pas être morts avec leurs idées. Tu vois. Là, ils se disent, vas-y, on va mourir avec nos idées, on fait notre son à nous, et vas-y, il n'y a personne qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Là, au moins, on fait un truc qui nous ressemble de 100%. Mais il y a un truc qui est très très intéressant que j'ai vu même sur la vidéo que Jugnet avait fait par rapport à Coming of Age. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, DM tout de suite, lui, il faut qu'il vienne, lui. Quand, en fait, moi, je savais pas. À la base, ça devait être son dernier album. Ouais. Mais ça, on l'avait dit. Il avait prévu que ce soit son dernier album. Donc en vrai, il a dit, bah vas-y. Ils ont voulu nous saboter pour les trucs. Écoute, là, c'est le dernier, on n'écoute personne. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Après je me barre. Ouais, mais regarde. Après, juste une chose par rapport à Jay, et t'as raison de signaler ce point-là, mais sans vouloir retirer non plus trop à la légende, quelle part il y avait de sincérité dans ça et quelle part il y avait de stratégie, honnêtement, je sais pas. Parce que le coup du dernier album, il l'a fait avec le volume 2, il l'a fait avec le Dynasty, et il l'a ensuite fait avec le Black Album. Donc bon, il l'a refait. C'est pour ça que quand tu ressasses toute l'histoire... Chaque cas est différent. Ok, d'accord, mais quand tu ressasses toute la discographie, on se demande quelle part il y a de sincérité. Il y avait de la sincérité, hein. C'est vrai ce qu'il disait. Enfin, la stratégie des 3 albums, c'est quelque chose qui existait vraiment. Donc, c'était peut-être vraiment sincère, hein, mais je suis pas dans la tête de Jay, etc. Après, il y a juste un élément sur lequel je suis peut-être pas forcément d'accord avec vous. Sur la partie du volume 2, alors juste peut-être déjà pour revenir sur la question de la réception. Moi, la réception de cet album-là, un petit peu comme le volume 1, j'ai une réception assez mitigée. Pour être très honnête, hein, et aujourd'hui pourtant je le défends corps et âme comme étant un classique, mais j'ai une réception un peu mitigée parce que c'est un album que j'ai mis énormément de temps à digérer, à comprendre et à savoir réellement apprécier. Mis à part Hard Knock Life. Hard Knock Life, c'est un son que j'ai toujours... Je pense que tout le monde a toujours kiffé ce son-là, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite il fera Anything, mais bon, on parlera du volume 3 plus tard, qui ressemble énormément. Mais quand tu regardes bien et t'écoutes bien Hard Knock Life, finalement, il y a très peu de sons qui sont vraiment grand public, type, ou du moins facile à entendre pour un néophyte du rap, ou pour la ménagère de 50 ans, ou pour la petite meuf qui connaît pas grand-chose au rap, mais qui aime juste porter des Air Max. Il y a très peu de sons qui sont faciles à comprendre, tu vois, mis à part Hard Knock Life, mais tu vas pas lui faire écouter Ride or Die ou Monica Shows, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça, tu vois ce que je veux dire. Et là où je suis un peu moins d'accord avec vous, parce que au-delà de cette réception qui m'a été un petit peu difficile et que j'ai mis du temps avant de comprendre vraiment, etc., en ayant une petite expérience de tel son, de telle sonorité, etc., là où je suis un peu moins d'accord avec vous sur la question de la stratégie. Vous dites, il a fait volume 1 avec une stratégie qui était celle de se rapprocher de la sonorité de Bad Boy, des Hitmen, etc. Ce qui est très vrai. Ce qui en plus d'ailleurs, au-delà de l'échec, c'était à mon sens une stratégie qui était totalement compréhensible en fin de compte. Hein. T'es en 97, tu veux vendre, tu vas vers là où a priori il y a de l'or en fait. Donc tu vois, c'est la ruée vers l'ouest. Ouais, c'est donc, c'est quelque chose qui se comprend. Après le résultat... Ils ont fait le truc au prix d'une certaine identité musicale, ce qui a été à mon sens leur grosse erreur et qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes avoué à plusieurs reprises. Par contre, le volume 2, pour moi c'est un peu la même stratégie, mais c'est la même stratégie non pas vers la sonorité de Bad Boy, mais vers la sonorité de Rough Riders. Et quand vous écoutez bien, et que, enfin je pense qu'on connaît tous ici un peu Jay-Z, on connaît tous même très bien Jay-Z ici par les discussions qu'on a eues même en off-caméra, je pense que vous êtes tous assez calés pour reconnaître que la sonorité de volume 2, quand vous écoutez Monica Shows, Ride or Die, quand vous écoutez tous ces sons, Reservoir Dogs, etc., c'est une sonorité qu'il a eue sur volume 2 qu'il n'aura plus jamais, ni sur volume 3, alors, et encore moins sur la période Rockefeller post-Dynasty, qui était la période Kanye, Just Blaze, etc. Donc, de ce point de vue-là, ouais, ça n'a pas marché en essayant de singer le son de Puff, et ça a marché par contre en essayant de singer le son de X et de Rough Riders. Parce que aussi c'était là, effectivement, c'est ça qu'on a dit après stratégiquement, il sait effectivement capter, on va dire, le succès du moment. Effectivement, parce que t'as dit que c'est pas au niveau des sons, t'as dit par rapport à la ménagère, tu fais écouter, au final, les sons
ils avaient déjà eu du succès, ces sonorités-là. Parce qu'au final, X, c'est Swizz Beatz. Voilà. Et ça marche. Quand il sort X, il défonce tout. Alors que, qui croyait en lui? Non, mais c'est pour te dire qu'au final... Non, mais c'est pour te dire qu'il y avait... La sonorité de Sunshine aussi a marché avec Maze, hein, mais elle marchait pas avec Jay. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas comme si la manière dont ils les introduit, on n'avait jamais entendu ça. Tu vois, que ce soit Swizz ou Timbo, bah, c'était des gars malgré tout qui avaient déjà eu le succès avec les artistes qu'ils avaient collaboré. Et qui fait que pour ma part, ben, il a su capter surtout. Attention, parce que effectivement, c'est pas que Singer. Il faut que les gars en question te donnent aussi des bonnes prods. C'est pas juste un succès, c'est pas juste. C'est un univers, c'est un tout. Mais Jay a une douane assez dure. Hein. On voit dans Fade to Black comment il. Oui, effectivement, c'est ça que je dis. Quand il s'associe avec eux, il accepte pas. Il s'est associé avec eux, mais les instrus que les deux donnent dans l'album, c'est sérieux. Ils sont plus que sérieux. Et ils font mal à la tête. Je suis d'accord avec toi dans le propos que tu viens de nous livrer. Mais si tu regardes bien, dans les singles, il n'y a aucun son produit par Swizz. Il n'y a aucun son de la couleur Rough Rider. Le Hard Knock Life, le Jigga What Jigga Who, le Can I Get It, tout ça. Can I Get It avec... mais... Après, c'est pour ça que moi je dis... Je mets Earth dans la même catégorie que Swizz. Il n'y a pas d'M Gris dessus. Enfin bref, mais je mets Earth dans la même catégorie que ces mecs-là. Enfin, ouais, parce que Earth et Rough Rider, c'était comme ça. Oui, Can I Get It, tu peux... C'est pas... Et Monica Shows, sans être un single clippé, etc. Si, il a été clippé. Il a été clippé sans X, je crois, dedans, non? Ouais, X, il est pas dedans. Il est pas dans le clip, voilà, exactement. Mais il est clippé. Exactement. Monica Shows, c'est un des sons, c'est un des gros sons, alors, qui ne ressemble pas du tout à Hard Knock Life, mais c'est un des gros sons qui porte volume 2. Ouais. Monica Shows. Oui. Donc voilà, ça fait, le succès, il le doit clairement aussi... Mais... Je suis entièrement d'accord avec une fois de plus avec le propos que t'as développé. La nuance, elle est où? C'est que tu vois, sur le son Bad Boy, t'es plus dans la street. Alors que DMX, quand elle arrive, ok, il arrive à faire des sons, mais DMX, c'est la street. Il a ce truc. Porte. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'il arrive, Get Me Dog, la street, avec Friday Anthem, les clips, l'imagerie. Jay, c'est plus reconnu dans ce style-là. Même, et après, forcément, tu prends les mecs qui font les prods de DMX, bah, tu les prends chez toi. Donc, forcément, ça va se rejoindre au bout d'un moment, ça va se ressembler. Rabiboche avec la rue. Il y avait ce côté un peu plus street que les mecs qui disaient, ok, c'est peut-être pas c'est peut-être pas Reasonable Doubt. Et ça, il y a ce côté street sur lequel on peut adhérer. On se reconnaît. Et les mecs, ils ont toujours... De toute façon, comme je dis toujours, la valeur refuge chez la street. C'est pour ça que les mecs, ils veulent des street singles, des trucs, parce qu'une fois que t'es adopté par la street, c'est bon, ouais, tout le reste est bon. Mais à la base, c'est comme ça, à la base. Tu dis que le mec, il essaie de changer truc, je pense que... On appelle ça des albums All-Star Game. Il y a tout le monde, plein de featuring dans tous les sens, parce que le truc, le Money Anything avec Jermaine Dupri, fallait y penser celui-là, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un son qui se retrouve d'ailleurs sur l'album de Jermaine qui sort la même année. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment un espèce de grand écart où il essaie d'aller chercher aussi d'autres publics, d'autres audiences. Et si il était vraiment sincère dans le fait que ce soit son dernier album, il dit vas-y, là c'est mon dernier album, je me fais plaisir. J'ai envie de faire un son avec lui, je veux faire ça. Et il est parti chercher des featuring et il s'est même challengé un petit peu. Il aurait pu rester dans sa zone de confort. Et parce que n'importe quel producteur, hein, tu lui dis écoute, tu fais l'album entier avec Jay-Z, lui il n'y a pas de problème. Mais il est parti chercher d'autres mecs, d'autres sons, d'autres trucs et tout. Jay-Z, encore une fois, avant et après 98. Oui. Après 98, n'importe quel producteur vient. Ouais. Avant 98, je suis pas sûr. Exactement, ouais, c'est moins... Il a Reasonable Doubt, In My Lifetime, les gens disent... C'est pas encore le Jay-Z, mais c'est pas la superstar. C'est pas la superstar. Surtout que là, il sort d'un succès, alors certes commercial, mais d'un point de vue critique. En demi-teinte, tu vois, clairement en demi-teinte qui fait que. En fait, en demi-teinte. Il est vieux, ça veut dire que les mecs, tu vois, à l'époque, c'était l'époque où dès que t'es vieux, bah c'est fini le rap. Attends, parce que le Hard Knock Life, il a déjà quel âge? Ouais, c'est vrai, Jet. Jet, c'est un mec des 69. Donc, il avait limite 30 ans. Tu vois, il avait 29, il avait 30. Ouais. Tu vois, pour un deuxième album, tu vois quand même. Ouais, deuxième album, c'est vieux, mais je suis... Bah, vas-y, finis. Non, mais là où tu vois les Mobb Deep, les mecs, ils arrivent à 17 ans, tout ça, lui, il a 29 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans sa tête... Mais quand je l'ai dit, c'est déjà encore, c'est un lui qui avait déjà, donc, à un moment, c'est... Écoute, moi, je suis pas là juste pour rapper, c'est... En gros, je vais mettre la main basse sur l'industrie et être le mogul, tu vois.
Ah, bien sûr. Je pense que c'est pas tout de suite, ça. C'est sur volume 3, moi, je pense pas tout de suite. Après, on oublie souvent dans cette trilogie l'influence de Karim et Demdash, surtout. Parce que c'est Demdash, le mec qui va chercher les machins et tout. Jay, c'est pas forcément le mec qui va vers les gens, mais c'est plus Dem, le chien fou, qui allait chercher les collections, les trucs et tout. Mais partager les rôles. Mais alors, moi, pour la réception de cet album, toujours pareil, hein. Je me souviens, Urban Music, j'entre, il y a Xavier, le mec, qui mettait des sons, il mettait bien la basse à fond et tout pour te faire acheter le vinyle. Et j'entends It's Like That. Avec Kid Capri. Ah ouais, alors. En plus, j'entends, quand je rentre, j'entends vraiment la partie là. Put your hands up, get your hands in the air, get your hands up, put them up, come on. Tu c'est quoi, j'ai sorti l'argent, Et après, donc ça c'était avant que l'album sorte. Ouais. Parce que c'était ça la stratégie aussi, c'est qu'ils nourrissaient d'abord les DJ. Les DJ mettaient ton son en radio et tout. C'est la stratégie, déjà l'oreille à l'album qui arrivait. Et après, quand l'album il est sorti, moi, Monica H.O, ça m'a parlé. Kenagera, ça m'a parlé de ouf. Money Anything, au début, j'aimais pas. Et voilà, on est dans ce cas de figure où dès que j'ai vu le clip, dès que j'ai vu le clip, j'ai regardé le clip 2-3 fois, j'ai compris après leur délire. Mais c'est devenu un classique du genre, sur le son des flossing, tu vois le son de flex, pour flex, hein, Money Anything et tout. Et je trouve que visuellement dans le clip, il avait une bonne alchimie avec Jermaine Dupri. Après bon, t'as le single Arnold Clive, qui est vraiment le single ghetto par excellence. C'est un thème, avec la grosse basse. Avec les chœurs, surtout que les chœurs, c'est qui fait. Même il est dans Marseille Projects, il est là, tu vois. Mais c'était à l'époque où tu vois, c'est relevé. Il a pris ça à LL. Attention, il a pris, mais. Ah oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. LL quand même. On l'a beaucoup, mais LL c'est quelqu'un. Mais tu vois, donc moi, c'est marrant parce que tous ces albums-là, moi je les prends vraiment quand ils arrivent. Et au fur et à mesure de ce qu'ils nous ont donné à manger, hein. D'abord les maxi, après les street singles, après le single officiel et les clips et tout. Et moi, c'est ce qui fait que j'accepte l'album. Vraiment, j'ai vraiment pas eu de mal à l'écouter parce que je l'ai reçu de la bonne manière, comme eux ils avaient prévu en tout cas. Et au bon moment. Après, effectivement, si tu l'écoutes 3-4 ans après, tu as écouté d'autres choses, ton oreille elle est plus développée et tout. T'as entendu d'autres choses de Jay-Z, tu reviens là-dessus, c'est un autre son et tout. Parce qu'effectivement, le son du 2, c'est un son qui y a que sur le 2 que ça sonne comme ça. La couleur musicale, pour moi, vraiment le volume 2 au niveau des productions de la couleur musicale s'inscrit vraiment dans une époque. Tu vois, vraiment dans une époque. Attention, ça a super bien vu, hein. Mais c'est vraiment, tu vois, je trouve vraiment, tu vois, c'est prod, effectivement, de Swiss et de Timbo, tu vois, Nigga What Nigga Who, tu vois, la prod. Tu sais, elle t'emmène quelque part, tu vois, face au ten. Tu vois, après Timbaland, Après, c'est voilà, comme je dis, c'est Timbaland. Et comme je répète, c'est que tu sais, quand t'arrives, tu vois, quand entre guillemets, c'est parce d'une certaine manière, même s'ils avaient déjà fait des choses avant, tu dois toujours encore faire tes preuves malgré tout, quand même, tu vois. T'es Swizz Beatz, c'est un jeune prodo. Je crois que Swizz Beatz, à l'époque, il a à peine 18 piges en fait, Swiss. Je suis super jeune. Timbo, malgré tout, certes, mais il est beaucoup dans le R&B. Tu vois, donc il doit un peu avoir aussi cette légitimité, en fait, tu vois, de producteur de rap. Et comme j'ai dit, à partir de là, les gars, comme on dit en plus, Jay, c'est vrai qu'il a ce côté un peu, tu sais, très perfectionniste, à donner ses directives, tu vois. Et clairement, les gars, comme je dis, tu vois, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Après, on va en parler, mais tu vois, dans le volume 3, je trouve que, tu vois, c'est moins... Par contre, tu vois, c'est moins palpable, ce côté-là. Commence pas... Non, c'est juste... Voilà, les gars. La vidéo suivante. Tu vas pas commencer avec ça, il appuie ça rageusement, là, tu commences à énerver le monsieur. Mais c'est parce que, voilà, tu t'invites chez lui... Énerver le monsieur. Énerver le monsieur, mais commence pas... Voilà, mais si je dois reprendre simplement ton propos, et un autre point sur lequel je suis peut-être un petit peu en désaccord, c'est sur l'état d'esprit qu'il y a sur le volume 2. Alors encore une fois, j'ai pas de certitude, j'étais pas avec Jay, je l'ai jamais entendu s'exprimer sur la question, mais je suis pas sûr qu'il fasse ça de manière totalement détendue. Parce que je pense que quand on regarde bien ce qu'il fera Rockefeller, et c'est aussi peut-être pour ça que pour moi cet album-là est un classique, c'est un très très gros critère,
c'est que cet album-là, il développe tout ce qui sera possible pour Rockefeller ensuite, en termes non pas simplement de musique, mais d'influence dans la culture hip-hop, par les producteurs qui feront monter, par les artistes qui feront monter, par les films qui feront, par Rockaware. Partout en fait. Donc ça, c'est plus à partir du volume 3. Exactement. Mais ce merchandising qu'ils mettent en place. Mais tout ça, c'est rendu possible grâce à quoi ? Par l'oseille du volume 2 voilà, et par l'influence qu'ils vont chercher grâce au volume 2. Et, simplement pour finir, là où je pense qu'à mon avis, il n'y a pas non plus une totale... comment dirais-je, sérénité dans la manière dont il prépare l'album et il est pas en mode je fais ce que je veux, etc. Pour moi, il fait vraiment ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire, à mon sens, plus après à partir de volume 3 et Dynasty. Sur le volume 2, au-delà de la couleur musicale, qui est une couleur qui, à mon sens, ne ressemble tellement à rien d'autre dans sa carrière que ça ressemble, c'est trop singulier pour être vraiment ce qu'il veut, je pense. Et ce que je voulais dire, c'est que il fait des choix en fait, il fait des risques. Il prend des risques, encore une fois, des très gros risques, avec un son comme Money Anything. Alors c'est un très bon son, hein, mais qui en termes d'esprit, de clip, etc., ça ressemble plus à Sunshine que ça ressemble à Where I'm From, on est d'accord. Et sur des sons comme les prods de Timbo, les prods surtout de Squeeze, et enfin toutes les prods qui se rapprochent plus ou moins de Rough Riders, c'est un pari à prendre de faire un son comme Money Cash House. C'est un pari à prendre de faire un son comme Kanaga. En termes de sonorité, c'est des sonorités qui n'existent pas. Et je me souviens de cette interview de Derv qui disait il aurait été beaucoup plus simple de faire des prods un petit peu plus chantés, plus dans la mélodie, plus qui ressemblent plus à Knock Life. Et faire un album de 14 titres comme ça aurait été beaucoup plus easy, hein, en termes de choix, de paris, etc. Est-ce que ça aurait été vraiment crossover sur la durée et ça aurait conquis le mainstream et également lui réaffirmer sa place de légitimité en termes de street, je suis pas sûr. Mais il y a un vrai pari qui est pris. Et simplement pour finir, je trouve que c'est un album qui ressemble beaucoup à une espèce de... j'ai pas envie de dire cri de désespoir, mais soit ça ressemble à un jubilé si on voit les choses de manière positive, c'est-à-dire on va inviter toute la street, ou du moins toute l'industrie, on invite Blick ici, on invite X là-bas, Ja Rule ici, Kid Capri, Foxy, etc. Parce que tous les sons, c'est des sons en fait qui ont des invités, et des invités qui vont un petit peu, j'ai l'impression qu'ils bouffent un petit peu à tous les râteliers d'une certaine manière, j'ai pas envie d'être péjoratif, mais ça ressemble à ça d'une certaine manière, parce que c'est des invités qui se ressemblent pas, si tu regardes bien. Foxy ressemble pas à Kid Capri, qui ressemble pas à Blick et les Ranjas. Qui ressemble pas à Jezo, parce qu'en plus tu parles de jubilé, tu vois, ça fait en plus, tu vois, le fait de ramener, tu vois, Jezo qui est genre le mentor, tu vois, ça fait un peu jubilé, mais... Donc j'ai l'impression, et je finis, j'ai juste l'impression, conclusion de tout ça, que c'est une espèce de façon d'essayer de lancer un dernier jet. Et vas-y, ça arrivera là où ça doit arriver. Si ça doit plaire aux mecs de Rough Riders, ça plaira aux fans de Rough Riders. Ça doit plaire aux fans de Irv et Jazz, ça plaira aux fans de Irv et Jazz. Ça doit plaire aux fans de la nouvelle scène montante du Sud avec Jermaine Dupri. Bah, ça leur plaira à eux, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ils visent un petit peu partout. Je lance une pierre de tous les côtés. Et en fin de compte, le public qui devra recevoir la pierre, la recevra, et peut-être que je me ferai aduler par eux. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à ça d'une certaine manière. Peut-être. Mais regardez bien, avec le recul maintenant, on connaît la personnalité de Jay, mon pote. Hein. Mais on connaît un peu sa personnalité. Non, c'est l'esprit de compétition, frère. Lui, il s'est dit, attends, vous kiffez ça ? Je vais inviter votre champion, je vais le bosser. Parce que le mec, il était dans des battles partout. J'ai invité lui, j'ai un truc. Je vais venir sur votre style et je vais vous battre sur votre propre style. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Mais il sort du volume 1. Se confronter avec tout le monde. Parce que, une fois de plus, le mec, pour lui, c'est le meilleur. Là, on parle pas d'un mec normal, là. Là, on parle d'un mec... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Non, on essaie de raisonner avec notre esprit cartésien. Lui, dans sa tête, c'est... Il était plus fort que Big dans sa tête, lui. Je pense... Dans sa tête, il est le meilleur. Je pense que... Parce qu'on parle pas de sérénité, hein. Comme je te dis, effectivement, cet album est crucial. Parce que clairement, en fait, il permet en fait à Jay Rockefeller de passer dans une autre dimension. C'est aussi simple que ça. Si cet album-là est un flop, il y a plus de Def Jab et Rockefeller. On n'est même pas ici. On parle d'autre chose, tu vois. On parle même pas de la trilogie. Ce que je veux dire par là, c'est que il a fait effectivement, il a fait une stratégie. Et je pense que, comme dit Jay-Z, c'est quelqu'un, pour ma part, j'ai toujours vu Jay-Z comme quelqu'un
comme je dis, qu'il y a toujours un blueprint. Effectivement, il y a pu avoir des moments de doute, de flou sur certains points, mais c'est quelqu'un qui a toujours une vraie ligne directrice. Et je pense que de s'associer aux gars qu'on cite, pour ma part, et après, du recul, c'est facile de dire ça vu qu'il y a le succès. Et pour moi, je pense, après, mais effectivement, on suppose. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est dit, là, qu'est-ce qu'il faut que je vise ? Qu'est-ce qu'il faut que je vise pour avoir un plus gros succès ? D'une certaine manière, on me connaît mieux. Donc, ma tête est plus connue parce que j'ai quand même un succès commercial, parce que j'ai quand même été platine. Mais c'est la rue qui est un peu. C'est la rue qui valide. C'est la rue qui valide, surtout à l'époque. Même aujourd'hui. Ouais, mais un peu moins, beaucoup moins. Ça dépend un peu moins. Ça dépend. Ça dépend dans quel registre. Même aujourd'hui, il y a des rappeurs qui sont arrivés grâce à la rue. Oui, attention, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui marque ? Comme on a dit, c'était qui ? C'est qui vient qui mine déferlante ? C'est DMX. Voilà, c'est Rough Rider, c'est X. Donc il faut quand même, par rapport à cet album-là, le volume 2, toujours rappeler qu'il y a une énorme influence du Halizat. Sans le Halizat de X... Ah mais totalement. Cet album-là n'existe jamais de cette manière-là. Mais pendant un moment, on a dit que Jay manquait d'originalité. Le premier, il se prend trop pour Biggie. Après, mais il se prend pour X, il change. Tu vois, pendant un moment, Jay, on le reprochait de manquer de personnalité, tu vois. Exactement, et c'est limite, comme on l'a dit après, que ce soit le volume 3, DNC, surtout après Blueprint, où en gros on dit bon, c'est bon. Même Blueprint encore, on dit le gars, Blueprint, KRS-One, tu vois, Jay, il y a toujours un peu ce côté où ça, c'est quelqu'un un peu, il a toujours un peu ce côté sain, il va un peu singer, tu vois. Il n'a pas vraiment une identité forte par rapport au gars qu'on cite, tu vois. Elle arrive après Dynasty. Ouais, moi je trouve aussi. Et encore, parce que Blueprint, sans Suprême Clientèle, c'est pas le même album. Je suis sûr de moi. Pourquoi tu dis? Ah ouais, tu penses que on va parler. Ouais, ok, moi je. Ah, j'avoue quand même là, j'avoue. Ouais, là, automatique. Voilà. Non. Après, s'il n'y a pas Suprême Clientèle, le Blueprint n'est pas le même album. C'est sûr et certain. D'accord, je serais curieux, on parle du volume 2, mais je serais curieux que tu m'expliques. Expliquer, tu vas comprendre. Compétitif, qui regarde tout, qui écoute tout, qui savent tout. Regarde comment il a reçu les mecs de Griselda. Dès qu'il a vu des mecs qui kickaient tout de suite. Oui. Venez. Parce qu'il a vu que Eminem, c'est pas pareil, il les fait dormir. Allez. Non, mais Jay, c'est un passionné. Tous ces gars-là, même qu'on cite, et c'est ça la vraie différence entre, tu vois, les rappeurs outre-Atlantique et nos gars ici. Tu vois, c'est des vrais passionnés. Tu sais, à un moment, pour eux, c'est un art. Tu vois, rapper, c'est un art. Donc, à un moment, effectivement, quand à un moment, le gars, il kick, il fait, ok, d'accord. Il fait, ok, d'accord. Ils ont toujours l'oreille, ils ont toujours un œil quand même sur ce qui se fait de la street parce que ils viennent de là. Même si, effectivement, les gars, ils sont milliardaires, ils sont au milieu maintenant des problèmes de la street. Il n'y a pas de problème, mais d'une certaine manière, tu vois, quand même, il y a toujours un petit œil quand même de ce qui se fait. Mais bon, pour pas trop s'écarter, je pense que je suis d'accord avec toi. Forcément, ils ont une pression parce que ça nécite énormément d'attentes. Je pense que je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est carrément stratégique de dire oui, c'est mon dernier album. Moi, je pense que c'est une stratégie. D'une certaine manière, ça prend. Ah, c'est ton dernier album? Ah oui, quand même. Donc, forcément, gars, c'est le dernier album du bonhomme. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Ouais, c'est une stratégie marketing. C'est une stratégie marketing. C'est pas le parapluie aussi. C'est pas le. Parce que, comme tu dis, si celui-là il flop, c'est fini. Ah, c'est fini. En fait, lui, il le savait. Il a dit, vas-y. Voilà, il le dit comme ça. Comme ça, si ça marche pas, j'avais déjà prévenu. Si demain, Def Jam, ils disent, oui, vas-y, Jay, t'as vu, laisse tomber, on arrête. Là, il pourra toujours dire, mais j'avais prévenu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais à un moment, par anticipation, tu sens le bizarrement, par anticipation, j'ai envie de te dire, c'est contradictoire avec la manière de penser, tu vois, qu'on cite de compétiteur. Pas rester sur un échec. Ça veut dire que le gars, disons, on suppose que l'album est un échec. Franchement, est-ce que Jay serait dire, merde, bon, j'arrête? Non, le gars dit non, c'est pas possible. Je suis pas resté dessus. Si c'est pas avec Def Jam, il sera associé avec un autre label il aurait forcément sorti quelque chose, il aurait continué. Donc, comme je dis, moi je pense que clairement, il avait une stratégie. Pour moi, il avait une stratégie. Après, effectivement, quand tu fais une stratégie, c'est prendre des risques. Hein. C'est comme ça. Après, quand ça marche, on se dit oui, forcément, c'est bien. Après, on suppose, on est là, on va ergoter dessus et tout. Mais moi, clairement, je pense que Jay a voulu s'associer avec ce qui marche pour avoir de nouveau l'aval de la rue. Même s'il y a eu streetwashing et tout, mais encore avoir l'aval de la rue avec un album. Ouais, c'est clair. C'est plausible. Je suis d'accord là-dessus. C'est plausible.
plausible. Amène le Bougarno, t'as quelque chose à rajouter? Moi, comment j'ai connu le truc? Knock Life. En France, on la connaît que ça. Et nous, 98, j'avais 9 ans. On te dit que le rap, c'est les jeunes, les voyous, les machins, tout. Là, t'as le coup du rap où le refrain, c'est des enfants qui chantent. Ouais. Le contraste, déjà. Et t'as compris? Ça. Mais c'est pas la première fois où j'ai vu la pochette. La première fois où j'ai vu la cover comme ça, on regardait Rush Hour. Il y a une scène, Chris Tucker prend la voiture et dit c'est quoi tes vieilles musiques que tu mets? Il dit ça à Jackie Chan, tu sais. Laisse-moi, je vais te mettre un vrai truc. Can I get a J'ai dit, oh là là. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, tu connais pas? Boum, sur l'album, il dit, mais c'est ça, c'est lui. En plus, c'est là où j'ai vu le film, le film avec le single. Voilà. Énormément. Grave. Donc, ils avaient une stratégie. Le truc, il est dans la soundtrack du film. Ils avaient une stratégie. Ils voulaient faire des choses. Et c'est Def Jam a bien fait le pont. Mais clairement, c'est même Gauthier. Hein. Là, tu vois, c'est plutôt, enfin, pas dire Def Jam, c'est Gauthier, ça. Hein. Tout ça, par contre, c'est bien Gauthier. Tu vois ce que t'appelles stratégie ou un petit peu du désespoir, entre guillemets. On exagère le trait. Ouais, bien sûr. Exprès. Évidemment. Moi, je pense que c'est un moyen de s'assurer, quoi qu'il arrive, en certains succès et de rien laisser au hasard. C'est-à-dire que les mecs, ils mettent tous les moyens de leur côté. Ils disent, on va prendre les meilleurs prods, les trucs du moment, les meilleurs feats. X, il est bien en ce moment, vas-y, prends X. Prends truc, je suis même pas sûr que ce soit Jay forcément qui l'a invité, mais je pense qu'il y a ce côté, on laisse rien au hasard, on joue notre va-tout. Parce que là, clairement, tu dis que ça marche pas, c'est terminé. Donc les mecs ils se sont dit on joue notre va-tout, on met tout. On met tout, oui, bien sûr. Donc, mais simplement pour comment dirais-je, pour finir sur ce point-là, je pense qu'on a encore une fois tendance à beaucoup sous-estimer. On sous-estime, je pense, beaucoup l'ampleur de l'opération à ce moment-là. C'est-à-dire que on pense que Jay sort le volume 2, son 3e album, ça marche, c'est bien, ça marche pas, il reviendra avec autre chose, etc. Parce qu'on considère que des mecs comme Jay, des mecs comme X, c'est le rap ou c'est l'univers du rap. Non, ces mecs-là sont exceptionnels. Ces mecs, parmi tous ceux qui font du rap à cette époque-là, il y en a combien qui arrivent à sortir juste 3 albums? C'est un truc qu'on a tendance à oublier. Et si je devais faire un parallèle, qui je pense également très très vrai et qui aurait pu même être cité dans la vidéo sur le volume 1, ce sera avec un autre rappeur. Cet autre rappeur, c'est Mike Geronimo. Mike Geronimo, on prend le premier, le Natural, on prend Reasonable Doubt de Jay, c'est 2 albums qui se ressemblent beaucoup, je trouve, dans la posture, dans ce qu'ils amènent, etc. Les 2e albums, je trouve, se ressemblent beaucoup aussi. Le Vendetta, où d'ailleurs, en plus, il y a Jay et le volume 1, c'est des albums qui ont tous les deux déçu parce qu'ils ont changé, entre guillemets, d'ADN musical pour aller ailleurs. Exactement. Plus mainstream. Exactement. Et là où je suis pas tellement d'accord avec toi, ou du moins peut-être avec la légèreté que tu mets, c'est dans l'aspect, 3e album, il tente un truc, etc. Non, Geronimo ne s'est jamais relevé de ça. Et des artistes comme Geronimo, il y en a plein. Donc, à ce moment-là, Jay, pour moi, a limite presque la chance de... Ok, on t'offre une 3e et dernière chance. On a été un peu moins... gentil ou avec des mecs comme Geronimo. Par contre, on t'offre une 3e et dernière chance. Là, t'as intérêt à pas te louper. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que vraiment, la pression, à mon sens, n'a certainement jamais été aussi forte pour Jay que sur le volume 2. C'est l'album de la dernière chance. Mais je te dis pas. Et après ça, c'est... Non, mais... Après ça... Non, mais ce que je dis, c'est que c'est pas après ça, allez, si ça marche pas, on refera un autre truc parce qu'on est dans la compétition, etc. Je pense que ce mec, à ce moment-là, je suis pas dans lui ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, je sais pas ce qu'il ressent, etc. Mais je pense qu'à sa place, j'aurais pas été serein, j'aurais vraiment été en stress à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est la dernière chance de faire marcher tout ce que je veux à la fois en termes de musique et en termes de business sur les années à venir et sur le plan que je pouvais avoir après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je te dis, cette pression-là, c'est pas tout le monde qui assume la pression. Il y en a qui s'écroulent sous le poids de la pression. C'est ça qui différencie en fait les grands avec les autres. Tu me parles de Geronimo, ok, mais tu vois, c'est... Comme je te dis, peut-être lui, tu vois, la pression, il n'a pas supporté de la même manière. Parce qu'il ne faut pas oublier Jay, au final, c'est un triptyque. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que Jay, effectivement, c'est la partie visible. Il ne faut pas oublier derrière à qui aussi. C'est ça. Et comme tu l'as dit, en termes de stratégie, il n'est pas seul à penser. Comme tu le dis, au final, le but d'Orcafella, c'était après de devenir une sorte d'empire, tu vois.
d'avoir la mainmise sur tout. Même pour dire la dernière fois, tiens, un truc. Moi, je regardais le Dave Chappelle Show et tu vois, il fait purée, les rappeurs maintenant ils sont partout. Ils te font un truc genre Rocafella, carrément, ils sponsorisent un déodorant façon, pour dire qu'ils touchent vraiment à tous les gars maintenant. Tu vois, dans l'idée. Mais effectivement, parce que les gars, effectivement, ils voulaient un moment avoir une hégémonie. Exact, une hégémonie partout, tu vois. Et Jay était la caution artistique. D'accord. Et après, Burke et Dame Dash, effectivement, ils sont plus, non, on va dire la stratégie, tout le tralala. Mais je pense qu'effectivement, cette pression-là, Jay le savait. Je t'ai pas dit au contraire, je te dis que Jay le savait. Jay, il savait qu'il fallait pas se louper. Mais il a su, après, c'est comme dire, encore je suppose, je pense qu'il a su prendre cette pression et dire, ok les gars, vous m'attendez au tournant, vous allez voir ce que je vais vous proposer, vous allez voir ce que je vais vous donner. Et comme il a dit, ce côté compétition aussi, les gars avec qui je suis en feat, et ben vous allez voir, c'est en gros, il faudra que je les mange aussi. Pour vous montrer que je peux être à la hauteur, même si concrètement après, si on juge monnaie quelque chose, est-ce que qui est la meilleur couple entre lui et X, après il y en a, ils vont dire X, ils vont dire Jay-Z et tout. Mais n'empêche, pour ma part, Jay c'est quelqu'un qui sait se sublimer sous la pression. C'est que ça lui. Pour moi c'est quelqu'un qui sait se sublimer sous la pression. Hein. Un truc que tu as évoqué, mais pas assez précisément à mon sens, c'est que, attention, contractuellement, tu vois, tu as fait le parallèle avec Mac Geronimo, mais c'est pas la même situation dans le sens où Jay-Z, il a un label deal. C'est-à-dire que si c'était juste un mec qui était signé en artiste, je pense que, il aurait sauté son album. Il y a plein d'artistes qui ont eu des premiers albums qui ont eu un bon succès commercial, mais pas forcément un bon succès critique. Et le label les a mis de côté parce qu'il y a tellement d'artistes, il y a un vivier qui est tellement riche que les mecs ils passent à autre chose. Le fait que le mec qu'il ait son propre label et qu'il a un label deal, c'est déjà notre chanson, c'est déjà notre musique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on est en 98 et en 98, Rocafella, c'est que Jay-Z. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas encore Blick, Kanye, etc. Après, encore une fois, il faut juste garder en tête que c'est des ricains. Ils s'en battent les couilles de ta vie. Ils connaissent peut-être ta mère, ta grand-mère, ils en ont rien à foutre. Donc à partir du moment où ça marche ou ça marche pas, on a beau avoir un contrat sur 5-10 albums, ça marche pas sur le deuxième album, Russell et Lior seraient venus dire mon gars, on t'aime bien, mais c'est bon, on va passer à autre chose, ça marche pas. Sauf que, en fait, c'est les ricains, ils pensent business, ils pensent pas sentiment. Justement, mais dans la dynamique du contrat, eux ils avaient pas un contrat directement avec Jay-Z. C'est ce que je veux dire. Eux ils ont un contrat avec Rocafella. Mais Rocafella c'est Jay-Z à cette fois. En termes de chiffres, l'album il a quand même fait platine. Attends. Ah quoi? C'est l'album de Jay-Z le plus vendu. Non. C'est un... Non, mais je parle du volume 1, tu vois. Je te parle du volume 1. Ah, excusez-moi. Il a quand même fait platine. Le bout d'arnaud, c'est bon. Non. En fait, le truc, c'est que c'est pas la même musique. Comme je te dis, Mac Geronimo, lui, il était signé directement dans le label. C'est-à-dire que le label, ils peuvent dire, écoute, ok, t'as fait commercialement ce truc, mais vas-y, la street, elle faut plus avec toi, vas-y, on passe à autre chose. Allez, mets-toi à côté. Sauf que la dynamique de Def Jam et Rocafella, si on a un deal avec Def Jam et Rocafella, où ouais, le rock et Def Jam, quoi. Le label, en fait, il discute de label à label. Il s'occupe pas de l'artistique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, on veut que tu nous rapportes tant, tu nous as rapporté tant. Après, artistiquement, ils ont pas forcément le mot à dire. Ça, c'est Rocafella, Jay-Z, Dame et Biggs. Ouais. C'est-à-dire que eux trois, ils se sont dit, vas-y, on va continuer encore sur un autre album. Et effectivement, après, s'il n'y avait pas eu... ce que je veux dire avant, c'est que Def Jam, tant qu'ils récupèrent leurs sous, eux, ils s'en fichent. Comme tu dis, c'est du business. Tu nous ramènes tout, que ton album il plaise pas, on s'en fout. Nous, c'est pas le problème. Nous, on discute avec le label par rapport à combien d'argent tu dois nous rapporter. Maintenant, ça fait toute la différence. Parce que Jay-Z, il peut se permettre de s'asseoir avec ses gars, de dire, vas-y, on continue, on va sur un deuxième, on part sur une autre stratégie et tout. Parce que ça aurait pu s'arrêter dès le premier, sinon. Il y a plein de mecs, ils ont fait un bon album, un premier album, vas-y, tu vois ce que je veux dire, je pense à Cannibus, des trucs comme ça, tu vois, des mecs qui sont passés où, tu sais pas, le contrat il est là, on lui pose, on touche plus, on veut plus rien faire. Très bon exemple, les mecs comme Cannibus, c'est exactement ce dont je parlais, c'est dans la même lignée que les Geronimo, etc. C'est premier bon album, deuxième album, troisième album, c'est fini après, c'est fini. Et c'est même pas fini le troisième. Et des mecs ont été, je trouve, beaucoup moins indulgents qu'avec Jay. Je pense qu'avec Jay, on a été indulgents. Enfin, sur le volume
le Reasonable Doubt qui est un bon album, mais qui rend pas, qui les rend pas millionnaires ou multimillionnaires, c'est clair. Le volume 1, qui est un album qui se vend bien, mais bon, pas spécialement respecté. Je pense qu'au-delà de l'oseille, ce que Def Jam le recherche, c'est aussi un petit peu de la lumière, de l'exposition, tu vois, ce qu'elle va avec. Et de ce point de vue-là, le volume 1 ne remplissait clairement pas l'objectif. Les mecs avaient toutes les chances. Et encore une fois, je le dis, parce que j'entendais Biggs en interview qui le disait, c'était sérieux, enfin, le stade de la réflexion de Def Jam en mode est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on continue, c'était pas oui, mais vous savez, c'est Jay-Z, ce grand. Non, mais c'est un album Dead or Alive. Il est devant là. C'est ça, non, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, de toute façon, oui, non, mais c'est pour ça que cet album-là, clairement, en termes d'importance, c'est plus important dans la discographie de Jay en fait. Parce que c'est ça en fait qui crée cette bascule. C'est pour ça que c'est tellement qui crée cette bascule qui fait que Jay devient Jay. C'est là, tu vois, c'est là que ça en fait justement. C'est là que ça devient sérieux. Exactement, c'est ça. C'est là que ça devient sérieux. Ça rend classique. Enfin, pour moi, ça en fait un classique. Ne serait-ce que pour cette raison-là, parce que je pense que musicalement, ça peut être encore autre chose, mais de l'aspect de ce que ça engendre et de tout ce que ça rend possible finalement par la suite, à la fois en termes de musique, pour le rock, non pas seulement pour Jay-Z déjà énormément, mais pour le rock ensuite. Et après, sur tout ce que ça va engendrer, encore une fois, en termes de films, de business, de lignes de vêtements, etc. Ce qui, pour moi, en fait un classique indiscutablement. Après, sur l'aspect musical, là où effectivement je suis peut-être un petit peu plus réticent, c'est... et là où je trouve, encore une fois, qu'il y a cette énergie du désespoir peut-être aussi, c'est que je trouve... Alors je me dis, ça va peut-être en énerver beaucoup, peut-être même le Bougarno, j'en sais trop rien, mais... Tu parles de quel album ? Du volume 2, je trouve que ça reste un album qui, à mon sens, reste musicalement décousu. C'est un album qui ne... le Blueprint, bon exemple. En termes d'album où il y a une véritable osmose en termes de musique. C'est comme le Hell on Earth de Mobb Deep, Reasonable Doubt de Jay. C'est des albums qui ont une véritable ADN, identité musicale, sonore, instrumentalement parlant. Le volume 2... Alors moi, je veux bien qu'on m'explique le lien de continuité qu'il y a entre Hard Knock Life de 45 King, Money Cash House de X, de Swiss Beats, etc. à It's Like That avec Kid Capri, à Money and the Tank de Jermaine. Il n'y a aucun lien entre ça. C'est clair. Il n'y a aucun lien. Ça se tient, rien du tout. C'est absolument pas cohérent. Non, c'est clair. Après, ça montre aussi... On peut le voir comme un défaut, mais aussi comme une qualité, dans le sens où l'artiste montre aussi sa versatilité, où il est capable de s'imposer sur différents univers et tout. Et tu dis ça parce que l'album a vendu 5 millions d'exemplaires. S'il avait vendu 500 000, tu m'aurais dit, il était perdu. C'est vrai. Ouais, mais encore une fois, c'est ça qui est marrant. Les hommes montrent pas les chiffres, ce que tu dis, généralement, on parle généralement les albums qui sont construits, on parle de la direction artistique. Effectivement, t'as raison en plus. Il est décousu. Il est décousu. Mais la qualité, encore une fois, des sons et des prods font que ce côté décousu, en fait, te pose pas de problème. T'as quelle écoute des albums, excuse-moi? Est-ce que t'as une écoute playlist, etc. ou t'as une écoute d'un album en tant qu'album? Parce que si c'est deux écoutes différentes, oui, exactement. Ils peuvent te faire avoir deux expériences de l'album différentes. En tant qu'album, effectivement, c'est décousu. Mais effectivement, après, comme tu dis, en tant que playlist, alors quand tu prends donc super playlist, une par une, effectivement, ça fait une super playlist parce que les prods sont bonnes. Effectivement, et au final, est-ce que ça en fait un mauvais album ou pas? Pas du tout. Ça fait un album incohérent, c'est tout. Oui, mais qui fait même aussi au final sa particularité. Parce qu'effectivement, au niveau des codes, au final, tu vois, au niveau des codes, effectivement, il ne respecte pas les codes. Parce que tu dis, attends, effectivement, c'est décousu. Comme tu dis, il y a plein de choses qui ne tiennent pas, que ce soit au niveau, comme je dis, de la couleur musicale, des productions, des feats et compagnie. Mais, en fait, au final, comme je dis, mis bout à bout, en fait, quand tu retiens une par une et t'écoutes comme ça, on va dire en mode playlist, en fait, l'album fait que tu dis, ah ouais, non, l'album, il est lourd. En vérité, c'est le premier album où il touche tout le monde. C'est ça qui fait son succès, je pense. C'est aussi ça. Grammy! C'est qui vote au Grammy? C'est pas la street. Il a eu Grammy meilleur album de l'année, 5 fois platine. Avec ça, vous voulez le dire quoi? Il a fait son travail. Et grâce à ça, comme tu disais, l'album d'après, t'as Rocawear. Dans son album, t'as le... Bon, je vais garder ça pour la prochaine vidéo, c'est mieux. Mais bon, grâce à ça, t'as la suite. J'aime bien ce que tu dis, Djanguina, sur comment tu écoutes l'album, ou en mode playlist, en mode truc. Après, moi, ce que je te répondrai aussi, c'est que je préfère un album décousu, mais bon, plutôt qu'un album cohérent, mais moins bon.
C'est ce que je veux dire. En vrai, la vraie question, forcément. La vraie question, c'est quoi la vraie question dans sa carrière? Est-ce qu'il en avait besoin de cet album? Évidemment. Au moment, à l'instant T, pour moi, il en avait besoin. Non, mais c'était évident. Il fallait comme déjà. Il fallait qu'il soit connu du monde. Il fallait qu'il fasse des sous. Il fallait que. Voilà. Pour que le rock existe, pour que Rockefeller existe, il fallait cet album. Bien sûr. Pour la suite des événements, il fallait cet album-là. C'était, en tout cas, à l'instant T, c'est l'album le plus important de sa carrière. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un classique, de ce point de vue-là. Tu vois, quand Exhibit, il dit. Quand il rentre dans X, qu'est-ce qu'il dit? The last day of the rest of my life. C'est le last. Ah putain. Calme-toi. Cet album-là, en fait, c'était. Si ça passe pas, en vrai, ça passe pas. Il sait qu'il va se débrouiller. Tu vois, il y a toujours un plan B, il y a une assurance vie quelque part, il y a toujours un. Ouais, mais là, si ça passe, on rentre tous. Il y a pas, oui, machin, parce que. On rentre tous. On fait des vêtements, on fait ça, on fait ci, on sponsorise des déodorants, on s'en fout. Mais là, il fallait réussir En fait, il fallait réussir ça pour après avoir une suite. Ouais. Tout simplement. Mais une fois de plus, bon, je vais pas l'importance de Dame Dash dans la carrière de Jay-Z, c'est. Mais oui. Tu vois. Moi, c'est pour ça que dans leur truc là, je serais toujours du côté de Dame. Parce qu'il n'y a pas Dame là. Ouais. Jay-Z, c'est terminé. Parce que tu vois, Dame, de toute façon, Dame, on a vu les vidéos où il va se battre avec les mecs carrément dans les bureaux. Où il va les insulter, vous êtes des cultures vultures, nanana. Mais Dame, il est pas là, c'est fini. Et Biggs aussi, Biggs. Oui, bien sûr. Mais non, parce que je dis ça parce que Biggs, il a certainement un rôle qui est, je pense, beaucoup sous-estimé, puisqu'il parle jamais, etc. Mais pour schématiser les choses, Dame, c'est effectivement le mec qui va négocier et se battre contre les autres exécutifs de Def Jam, etc. pour aller obtenir tel ou tel contrat. Biggs, c'est le gars qui va chercher les talents musicaux, tu vois ce que je veux dire, qui va faire les connexions. Et cet aspect-là, il est peut-être encore beaucoup plus important. Je sais pas, beaucoup plus important, je sais pas, mais en tout cas, il est tout aussi important que... Parce que Dame prend beaucoup la lumière parce que c'est une grande gueule. Il aime ça en fait, il a cet égo, il a énormément. Et ça pour ça clasher avec Jay-Z. Voilà, et donc, ça pouvait pas tenir sur la durée, ça je pense. Et donc, on a souvent tendance à seconder directement Jay par Dame et à en faire de Biggs, tu sais, le partenaire silencieux, etc. Mais ce mec-là, c'est lui, tu vois, c'est Kanye, etc. C'est lui, tu vois ce que je veux dire, c'est hip-hop qui est son frère, via donc Biggs, qui ensuite le présente à la bande, tu vois ce que je veux dire. Mais en termes de connexion musicale, etc., il est indispensable, ce mec-là. Ouais, mais il est indispensable parce qu'en plus, c'est le mec, et juste pour terminer, c'est pour la petite anecdote, c'est le mec qui dit, parfait exemple qui résume à mon sens très très bien le rôle de ce mec-là pour Jay, qui va lui dire, fais Can't Knock the Hustle avec Mary J. Jay fait Can't Knock the Hustle sur le premier album, le Reasonable Doubt. Jay dit, j'aime pas son, et lui dit, en gros, je résume, hein, tais-toi, crois-moi, ça va être ton single, il va fonctionner. Et Jay lui dit non, j'aime pas, non. Tais-toi, crois-moi, on va faire sortir l'album, il va sortir. Et finalement, ça donne ce que ça donne. Soul, produced by Ski Beats. Ski Beats. Mais si tu vois cette vidéo là, les gars, c'est son tonton. Là, on vous a pas dit c'est son tonton. Pour vous dire à quel point, t'as vu, le Bougarno. C'est non, je suis un fou. Can't Knock the Hustle, c'est pas Ski Beats, c'est Politica Usual, Ski Beats. Mais pour vous dire à quel point ce que tu dis, c'est super important. Ouais, c'est l'album, c'est pas que l'album du rappeur. Ouais. Les producteurs, ils viennent, ils amènent un truc. C'est ce qui fait l'album. C'est important, de le dire, tu vois, parce que c'est pas que le rappeur qui rappe. Quand on doit forcer des rappeurs à faire des sons et contre lesquels ils sont contre, tu vois. On en parlait en off, on parlait de Nas, voilà. Quand il doit faire ses propres choix, on aime le boug, hein, mais parfois... Je pense par exemple que Nas aurait dû certainement écouter beaucoup plus des avis extérieurs sur pas mal de ses choix, je pense. Ah oui. Et là, je suis faire pas. Les gars, faut envoyer le tiercé. Tiercé rapidement parce que la vidéo va être très très longue. Mais c'est hip-hop, hein. C'est la passion du hip-hop qui fait que... Vas-y, on commence par toi. Par moi. Alors, déjà... En plus, moi, ça va être des gars, Nigga What, Nigga Who. Merci. Celui-ci, c'est mon son. Monica Chose.
Et c'est marrant, tu vois, parce que je vais rester, tu vois, entre guillemets, très grand public. Tu vois, je vais aller sur Kanagela. Ok. Ah non, ouais. Non, mais après, oui, mais ouais. C'est mon ça fait partie du truc. Hein, c'est mon tiercé, c'est mon tiercé. Très bon, très solide. Tiercé plus de Boudarno. Non. Tiercé pour celui-là. Ah, tiercé. Ben, en vérité, moi j'ai connu Jay-Z avec Hard Knock Life. Donc impossible de ne pas le mettre. Ok. Kenagada aussi. Très très efficace. Et Nigga What, Nigga Who. Faut souligner le truc, la performance. C'est-à-dire la rapidité, la rapidité d'exécution, le passe-passe, le dernier couplet de Jezzo, le refrain de Emile. Enfin, le refrain où il y a Emile qui est dessus. Le bridge de Emile plus. Tu vois. Non, c'est bien fait et c'est différent et c'est Timbo, les mecs. Timbo le King. Ah non, Timbo, c'est clair. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. It's Like That, moi c'est le son qui m'a... Même cette prod elle a été reprise par Cormega après. Dans son album. Par Mega Ouais, Cormega il a repris ça. Ok. Il a repris Cormega. Ok. J'ai oublié le titre du son, mais c'est un son que j'ai massacré, enfin bref. It's Alright. Non, pas It's Alright. Molly Cash Oz, je le mets dedans aussi, effectivement. J'hésite entre Hard Knock Life et... Tiercé plus. Et mais les deux. Dogs. Tiercé plus. Tiercé plus. Le numéro complémentaire est... Hard Knock Life et Reservoir Dogs. Voilà. Reservoir Dogs, ouais, celui-là j'ai bien kiffé. Et en plus, j'avais réécouté il n'y a pas trop longtemps parce que je l'ai dans la voiture. Ouais. Reservoir Dogs, j'aime bien. Avec The Locks, Benny Siegel. LOX, gros, LOX. Sauce Money. Tu vois, on a des vinyles ici, des trucs de... Je sais déjà lesquels tu vas citer. Ah bah, moi mon top 3 il est très simple. Mais c'est marrant parce que je pense qu'on a un top 3, j'ai un top 3 qui est un petit peu différent. En 1, indiscutablement, Just a Week Ago. Je mettrais Just a Week Ago avec Too Short. Et pourtant, encore une fois, je trouve que ça fait partie de ces incohérences de l'album. Enfin, des grands écarts. Hein. Ouais, des grands écarts, Too Short. Bon, voilà, bref. Mais bon, en tout cas, avec Too Short, la collaboration, elle est ouf, je trouve. Just a Week Ago, je mettrais également, évidemment, Coming of Age Part 2, Da Sequel. On en a pas. Voilà, pour moi, comment dirais-je, le couplet et la performance de Blick, pour moi, dessus, elle est énervée. Mais alors, il veut rien savoir sur la... Mais vraiment, il veut rien savoir. Vraiment, il veut rien savoir. Ah, il est émancipé. J'ai un tiercé plus. Bon, bah vas-y. Et pour terminer, je mettrais Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, c'est peut-être l'un de mes sons favoris de Jay. En termes de collab, on avait eu ce débat là une fois à l'époque. Et je me souviens que jusqu'à présent, il m'est toujours très difficile d'aller chercher un classement. Parce que tu sais, on aime bien faire des classements sur... Une fois qu'il y a des collabs sur qui pose mieux que qui, etc. Le couplet de Seagull, le couplet de... T'inquiète pas, ce débat, il arrive dans la vidéo 3, t'inquiète pas. Tu vas comprendre. Le couplet de Kiss, etc. Tu vas sentir. Jay, machin chouette. Et je pense que c'est presque un débat interminable. Donc Reservoir Dogs pour la collab, etc. Elle est ouf. Tiercé plus, le numéro complémentaire est bien évidemment l'intro. Merci. Oh, c'est mon mou. C'est lui. C'est lui. Pour l'intro, mais Blick encore lui. Mais c'est marrant parce que cet album-là est aussi, je pense, intéressant parce que ça aurait dû être le début de la vraie carrière de Blick. Ça aurait dû être le digne descendant qui n'a finalement pas été. Mais cet album-là, je pense, à mon sens, après, je sais pas, j'étais pas à cette période-là vraiment dans le game, mais pour ceux qui l'ont écouté, ils se sont dit, ah, ok, voilà la suite de Rocafella, c'est le parrain. C'est exactement ce qu'on fait. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, mais je pense qu'avec Blick, en fait, le truc qui a fait que, c'était pas possible. En fait, pour moi, Blick, il dégagerait, en fait. Il a pas de charisme. Il a pas faim. Et c'est... Non, mais il a pas faim. Tu vois, tu parles de Blick d'après ou parce que le Blick de Coming... Non, mais encore une fois, juste prenons les choses dans le contexte. Et je veux simplement que tu prennes les choses, non pas avec tes lunettes de quand t'étais dans Jay en 2005 ou en 2015 ou en 2010. Non, remets dans le contexte. Je veux que tu prennes les lunettes du mec qui découvre Blick entre 96 et 98. Et un mec qui n'a fait que 2-3 apparitions qui ont toutes été saluées. Coming of Age, le 1, c'est salué. Les mecs qui l'écoutent, ils se disent c'est qui ce mec là?
Et les 2-3 prods, les 2-3 sons qui sont finalement pas véritablement sortis, qu'il a pu faire avec Jell et Can I Live Partout, etc. Et, encore une fois, à saluer, et à ce moment-là, Coming of Age Partout. Et pour un mec qui écoute ça, encore une fois, c'est pour ça que je te répète, avec le contexte de 96-98, mais comment tu veux dire Blick, je vais la pas dire non, j'ai pas compris, je t'ai pas dit, le Blick, je te dis juste que lui, de son premier album, la manière dont peut-être on l'attendait, non, mais 96-90, tu peux pas dire ça. Que t'aies des espoirs, c'est une chose. Après, dire que effectivement ça va être lui la relève et en gros, qui peut avoir une place de superstar, juste ce que je te dis, oui, tu parles de 96-98, je pense que par suite, non, il pouvait pas, parce que il n'a pas en fait ce charisme, cette personnalité qui fait que ça pouvait, je pense, il pouvait en fait entre guillemets maximiser sur ces apparitions-là et les faire fructifier par la suite sur des albums en tant que superstar du rap game. Pour moi, clairement, Blick non. Et au final, le temps, le temps l'a montré parce qu'à un moment, de toute façon, quand tu es destiné à quelque chose. Tu arrives. Souvent, il y a plein de gars comme ça, que ce soit des Big Node, même des Sauce Money et tout. À un moment, s'ils n'ont pas explosé, malgré que peut-être nous, on les kiffe. Ça devait être comme ça. À un moment, on aime, mais à un moment, peut-être que. Ah ouais, mais non, c'est comme ça. Et tu vois, pour Blick, effectivement, attention, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, Blick, franchement, même c'est même quelqu'un qui est très énervé dans ses collaborations, mais après. Qui n'a pas su malheureusement. Mais pour toi, c'est pas musical le problème. Pour toi, c'est pas musical. Je trouve pas vrai. Sur lui, ce qu'il dit. On peut l'entendre. Yep. Bon, les gars, on va conclure parce que. Une fois de plus, c'est une longue vidéo. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime parce que c'est la passion. Donc, merci une fois de plus pour tous ceux qui auront suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors, il y a la vidéo 3 qui va arriver. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo 1 sur le volume 1. Ce n'est que notre avis. Hein. Donc, nous, on est des kiffeurs de hip-hop. On a développé nos avis, des thèses et tout et tout. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque. Si tu trouves qu'on est à côté de la plaque, tu mets un commentaire poli. Dans la section, respectueux, etc., etc. Et on discute et on échange. T'hésites pas à nous attraper sur les réseaux sociaux, les nôtres ou ceux de Interlude hip-hop classique. On fera un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup aux frérots d'être là et on se donne rendez-vous dans la 39e vidéo. Pas de soucis. Hein. Et checker aussi Interlude hip-hop classique. Hein. Nous aussi, on organise des débats. On voit tes réseaux, frérot. On voit tes réseaux. Mets-toi à l'aise. T'en fais pas, tout sera affiché. Tout sera affiché, vous en faites pas. Donc, tout sera affiché, vous en faites pas. C'est la famille. Allez, pif.